Moi, je suis vraiment plus dans un créneau qu'on va parler pas nécessairement de détresse psychologique ou de tous les troubles. On va utiliser un terme qui va englober l'ensemble des problèmes de santé mentale qu'on peut développer quand on est exposé dans le cadre de notre travail à un événement potentiellement traumatique. Et vous voyez, les troubles psychologiques les plus fréquents sont au tableau, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'une personne qui a une blessure de trouble de stress post-traumatique est 13 fois plus à risque de passage à l'acte suicidaire. Donc, nous, en protection de la jeunesse, on a eu des histoires médiatisées d'éducatrices qui ont passé à l'acte. Il y a aussi beaucoup d'impacts psychosociaux. Nadine pourrait vous parler que je pense qu'il manque de monde qui travaille à la DPJ en ce moment, donc elle doit composer avec ça tous les jours. Mais aussi, c'est un milieu qui stigmatise les enjeux de santé mentale, donc on a beaucoup de problèmes de somatisation. Et je vois mon collègue Robert Paul Joster pourrait vous parler de l'impact du stress chronique sur la santé physique, bien qu'on peut parler de troubles cardio-respiratoires, des maladies auto-immunes, donc j'en passe. La réalité, c'est que, là je passe à ma collègue. Donc, la réalité chez nous, en protection de la jeunesse, c'est qu'un intervenant sur deux compose avec au moins un événement post-traumatique. Ce matin, M. Marchand, je crois, disait en conférence d'ouverture qu'il parlait de l'importance de travailler sur les stresseurs, parce qu'il disait, malgré tout ce qu'on va faire pour travailler en aval, bien, si on n'élimine pas les stresseurs, bien, c'est juste mettre un pansement finalement, puis ça va recommencer. Dans mon domaine, dans le domaine qu'on a choisi, bien, les stresseurs, ce sont les enfants. Les enfants dont on prend soin, ils ne disparaîtront pas, ces enfants-là. Donc, c'est dans ce sens-là que la recherche prend d'autant plus d'importance. On n'éliminera pas ça, c'est inhérent au travail. Il faut prendre soin de nos employés quand ils font face à ces situations-là. Donc, le contexte, c'est, on sait qu'en protection de la jeunesse, le soutien de proximité peut faire une différence et surtout le soutien d'un gestionnaire qui reconnaît l'impact des traumas, mais aussi qui ne va pas retraumatiser l'employé. Donc, dans la recherche-action, ce qu'on sait, c'est que moi, j'ai été 12 ans en protection de la jeunesse. Nadine a déjà été ma chef. Donc, ça facilitait beaucoup la collaboration, mais surtout aussi qu'on fait plusieurs prochaines recherches ensemble depuis 10 ans. Et les études nous montraient que, qu'est-ce qu'on fait dans les 30 jours après un événement potentiellement traumatique? On est encore en train de se demander c'est quoi la bonne intervention. Par contre, on sait qu'un gestionnaire qui est aidant peut faire une différence. On a regardé comment il pourrait faire une différence. Donc, on a vu qu'il y avait les approches multimodales. Donc, un gestionnaire qui est capable aussi autant de faire de la résolution de problèmes, de la connexion aux autres, de la gestion du stress, pour avoir un impact. Et il y avait l'approche des premiers soins psychologiques centrés sur le trauma qui réunissait en fait ces ingrédients-là. Donc, nous, on est parti de l'approche du National Child Traumatic Stress Network et du National Center for PTSD, qui est les premiers soins psychologiques centrés sur le trauma et qu'on a adapté au milieu de la protection de la jeunesse. Et on voit de plus en plus que c'était prometteur parce qu'on avait des impacts autant pour les gens qui donnaient les premiers soins psychologiques que les gens qui les recevaient ou les organisations dans lesquelles on les implantait. Une revue systématique de la littérature qui a été publiée en 2024 puis qui reprend tous ces éléments-là. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans nos résultats qualitatifs, ça ressort. Donc, notre projet de recherche, j'avais dit que ça serait rapide, donc, OK? On continue. C'est ça le rythme de la réadaptation. S'il y en a qui ont déjà travaillé en centre jeunesse, c'est ça le rythme. Donc, OK? L'idée ici, c'était de co-construire les premiers soins psychologiques en protection de la jeunesse, les implanter, puis évaluer un peu leur mise en œuvre, leur implantation. Donc, on avait une méthodologie mixte. Et ce que je vais vous présenter, en fait, c'est la demande, l'acceptabilité, la praticabilité et les impacts perçus. Donc, déjà en parlant de la demande, là, on avait eu du budget pour former 200 gestionnaires à travers 3, 6 et SIUS. Pas 300, 200, excusez-moi. Finalement, on en a formé 300, donc on a trouvé des fonds de tiroir pour continuer la formation à travers 5, 6 et SIUS. Donc, on en a rajouté. Donc, déjà même, on voyait que la demande était très élevée. Quand on regarde au niveau de la demande, elle était variable. Donc, même si j'avais une grande demande à travers les 5, 6 ou les SIUS, il y avait vraiment un grand... En fait, comment je pourrais vous dire ça? Ça prenait des gestionnaires
qui voulaient vraiment porter l'approche puis faire du développement organisationnel, changer la façon de faire. Plutôt que de dire, appelle le PAE, OK, moi, je vais faire les premiers soins psychologiques pendant 2, 3, 4 semaines. Donc, dans les milieux qui ont eu des champions des premiers soins psychologiques, c'est encore en cours parce que ça fait 2 ans que les formations sont terminées. Dans les autres, puisqu'on n'a pas eu vraiment d'adhérence, bien là, l'approche n'est plus vraiment là. Et les motifs, c'est ce qui est intéressant, c'est que oui, il y avait beaucoup d'événements potentiellement traumatiques au travail pour aller demander de l'aide des premiers soins psychologiques, mais aussi il y en a qui ont été, à cause qu'ils ont vécu des événements potentiellement traumatiques dans leur vie personnelle. Donc peut-être qu'on voit l'influence de la loi sur la violence conjugale. Au niveau de l'acceptabilité, elle était très élevée. Les gestionnaires nous disent que la formation, on l'a aimée, puis l'approche, on l'aime parce qu'elle a été ancrée et adaptée à la PJ. Elle améliore notre sentiment de compétence. On sait maintenant quoi faire. On ne se sent pas comme imposteur pour soutenir nos employés. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même des intervenants psychosociaux qui sont devenus gestionnaires. Mais ils deviennent gestionnaires, puis c'est comme, comment je fais, là, dans quel cadre je peux aider mon monde. Puis quand on regarde au niveau des bénéficiaires, bien, on voyait que c'était une intervention qui était vue comme bienveillante, rapide et concrète. La notion de concret, c'était ça qui ressortait le plus de nos entrevues. Les gens se sentaient écoutés, compris, mais surtout, on leur donnait des outils pour mieux gérer les réactions de stress post-traumatique. C'était pas juste je ventile, puis après ça, bien, on passe à autre chose. Donc, il y avait quand même une convergence, c'est une approche qui est très utile. Par contre, il y a des employés qui disaient « Ouais, mais là, mon gestionnaire, je ne suis pas à l'aise de tout lui dire ça, parce que là, si je dis tout, ça va-tu comme influencer sa perception de moi, mon évaluation de ma performance? » Au niveau de la praticabilité, parce qu'on peut avoir du soutien dans le 24-72 heures. Si tu me dis, je vais te voir, mais dans 2 semaines, laisse faire, j'ai déjà eu d'autres événements potentiellement traumatiques, ça ne m'aidera pas. Puis encore une fois, c'était l'aspect, j'ai des outils, mon gestionnaire me donne des outils, je repars avec des documents pour savoir comment m'auto-gérer. Donc, on voit que c'est une approche qui est pratique, qui était facilement implantable. Par contre, les gestionnaires nous disent, oui, mais là, nous, on a besoin d'être supervisés. Parce que là, on en fait plus, puis là, on a besoin d'être nuancé, on a besoin de formation continue parce que je ne suis pas un expert du trauma et des fois, on me pose des questions, je ne sais pas quoi dire. Et là, c'est ce qu'on attend le plus généralement de ces études-là. Je sais pas d'études d'efficacité, fait que je n'ai pas de devis pour vous dire ça, mais les participants, ce qu'ils nous disent. Bien, les gestionnaires nous disent, quand j'ai commencé à faire les premiers soins psychologiques, j'ai vu une culture de soutien qui était beaucoup plus ouverte dans mon équipe. On parlait plus ouvertement d'un enjeu qui est banalisé, stigmatisé depuis des années. Mais aussi, j'ai un sentiment de cohérence entre les actions que je fais, puis comment mon employé lui-même va gérer sa détresse psychologique, parce que c'est vraiment une approche de co-responsabilité en sécurité psychologique. Et au niveau des bénéficiaires, bien, je me suis senti apaisé rapidement. C'est venu me stabiliser. Ça m'a permis de continuer au travail. J'ai peut-être pas moins de détresse psychologique, mais je me sens plus compétent pour gérer la crise puis continuer à travailler. Okay? Donc, c'est des premiers soins, ce n'est pas de la thérapie ici. Donc, voyez-vous, il y a quand même une convergence. Et même que, Nadine pourra vous en parler si on a le temps, on a même vu des situations où est-ce que ça a favorisé la rétention du personnel. Qu'en recevant des premiers soins psychologiques, plutôt qu'un employé parte en absence de travail, il est resté au travail où il est parti une journée, mais il est revenu. Donc, il y a eu une prévention, en tout cas, il va falloir faire une étude d'efficacité, mais on pourrait voir que certains auraient peut-être quitté plus longtemps. Donc, facilitateur, obstacle, en gros, là, ça prend des formateurs qui connaissent la réalité de la protection de la jeunesse. Il faut que ça soit adapté. On fait le même type de projet avec la Sûreté du Québec, avec d'autres organisations. Si vous voulez un buy-in des premiers soins psychologiques, il faut l'adapter à la réalité, aux spécificités de votre travail. L'obstacle, c'est comme partout. Bien, à un moment donné, ça prend beaucoup de temps, il faut investir du temps. Fait que quand on est en pénurie de personnel, en surcharge, c'est très difficile de maintenir un programme comme ça qui est fait par les pairs et de proximité. Donc, je vous laisse les perspectives de Nadine. Moi, je vais vous parler sur le terrain. J'ai évidemment pas fait les entrevues dont Steve parlait, mais bon, je les vois au quotidien, mes gestionnaires, les intervenants, je leur parle.
la force, bon, vous aurez compris que si je suis ici, c'est parce que je fais partie de l'établissement où on est allé all-in. L'ensemble de mes gestionnaires ont été formés. Si vous avez regardé le graphique, on en avait une grosse gang. Et tout le monde embarque encore et ça se vit au quotidien, les PSP. On est parti vraiment là, des données probantes. Steve nous les a apportées, puis qui avaient été testées là, sur d'autres groupes de travailleurs. Mais comme il disait, on a construit ça ensemble. On l'a fait ensemble pour nous, répondant à nos besoins. Fait que c'est sûr que c'est parfaitement aligné aux besoins du terrain, là, parce que c'est nous qui l'avons fait, c'est les gestionnaires qui l'ont construit avec nous. Ça donne une structure de soutien au cadre. Bon, Steve le disait aussi, on pourrait penser, ce sont tous des intervenants, des cliniciens à la base, mais ils deviennent gestionnaires, puis on dirait qu'ils en perdent leurs moyens quand c'est le temps de reprendre situation avec les employés. Puis ce qu'ils nous disent, c'est, bien, parce que moi, je leur demandais, ça a changé quoi finalement que tu sois formé? Bien, ça vient me donner un cadre, ça vient me donner une structure, un guide pour pouvoir suivre ça, puis après ça, bien, c'est devenu intégré à ma pratique. Je supervise en ayant en tête les PSP, petite situation, grosse situation. On est passé du « comment ça va, qu'est-ce que je peux faire pour toi du « comment ça va, puis qu'est-ce qui s'est passé » à « qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi as-tu besoin là, maintenant? » On parlait du concret, c'est ça qui est gagnant. Et certains gestionnaires l'appliquent même aux enfants qui vivent des éveils traumatiques, donc c'est intégré dans leur pratique. Ce que je pourrais vous dire, bon, effectivement, là, pour le personnel, c'est venu dire, on a parlé à quelques reprises là, des préjugés. Il y avait un monsieur qui en parlait ce matin. Il y a des préjugés chez nous aussi, hein? Des préjugés de, ben, tu as choisi ça, la protection de la jeunesse. Là, si tu as peur de la violence, si tu as peur du sang, va pas travailler à l'hôpital. Tu as peur de la violence, travaille pas en protection de la jeunesse. On vient banaliser ça. Et les intervenants n'osent pas dire qu'ils sont ébranlés par une situation. Donc, c'est venu dire, on en prend soin, on considère votre besoin, on considère ce qui s'est passé, on vous écoute. Les impacts majeurs, bien, effectivement, on l'a dit, ça rassure les employés, ils se sentent pris en charge. Concret maintenant, 24/7, de jour, de soir, de nuit, il se passe une situation, il y a un gestionnaire qui est là pour reprendre avec lui et rapidement donner des moyens. Ça n'enlève pas ça n'enlève pas là, qu'il arrive d'autres événements traumatiques, mais ça vient donner une assurance que bien, ça se passe là, c'est épouvantable là, mais dans quelques semaines, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ça va aller mieux. Donc, ça vient les rassurer à ce niveau-là. Les suites à donner, bien évidemment, j'ai déjà 20% des gens qui ne sont pas formés. Ça fait 3 ans qu'on forme les gens, mais ça roule, le personnel roule, les gestionnaires aussi. Donc, il faut arriver à intégrer cette formation-là dans le cursus de formation de nos gestionnaires. Puis, évidemment, bien, le soutien, parce que le soutien clinique, parce que chaque situation nous amène « Ah, OK, bon, je ne sais pas trop comment je vais composer avec ça. » Donc, on a l'équipe de recherche qui est là. Donc, vers la conclusion, en fait, c'est sûr que comme n'importe quel projet, autant au niveau méthodologique, on a plusieurs limites. Donc, comme je vous disais, il y avait une variabilité énorme du contexte d'application. Puis aussi, bien, il est arrivé des événements majeurs dans les dernières années en protection de la jeunesse, si vous avez lu la presse, qui ont fait en sorte que peut-être implanter un programme et participer à un projet de recherche, ce n'était plus une priorité. Mais dans d'autres cas, ces nouvelles-là que vous avez entendues ont solidifié l'approche des premiers soins psychologiques. C'est sûr qu'au niveau méthodologique, on avait aussi le défi d'avoir une cohorte de 80 travailleurs qu'on allait suivre pendant 3 mois pour voir comment leur santé mentale allait s'améliorer de semaine en semaine. Mais c'est un autre de mes projets que je ne suis pas capable de faire le volet quantitatif parce que mettez-vous dans la place du gestionnaire qui vient d'être formé. Là. Il y a son employé qui est complètement à l'envers, qui est en détresse psychologique, qui ne sait même pas s'il va retourner chez eux ou pas. Puis il faudrait qu'il dise en plus, by the way, est-ce que tu voudrais faire l'étude de Steve Geoffrion puis remplir des questions cette semaine, dans 1 mois, dans 2 mois? J'arrive pas à avoir des projets comme ça. Donc, on n'a pas pu faire l'étude de faisabilité, d'efficacité. Fait qu'on essaie de voir une autre façon de le faire dans une prochaine étude. Mais sinon, c'est sûr que ça a ouvert plusieurs perspectives. Hein, on est en train de le transférer dans d'autres organismes, dans d'autres secteurs d'emploi.
On voit de plus en plus que c'est commencé. J'étais content de voir tantôt comment que les gens connaissaient les premiers soins psychologiques. Ça fait depuis 2018 je travaille là-dessus, puis au début, on me disait « tu perds ton temps ». Fait que je trouve que c'est une approche qui est prometteur puis qui démocratise des bonnes pratiques. Tu sais, ce qu'on fait avec les premiers soins psychologiques centrés sur le trauma, là, c'est qu'on vous montre qu'est-ce que le psychothérapeute viendrait faire en intervention de crise, mais que ça ne fait pas partie de son activité professionnelle. Donc, tout le monde peut développer ce filet de sécurité-là. Et en fait, ça l'a même amené, puis là, je m'en profite, je vais refaire de l'autopromotion, mais ceux qui sont dans le milieu de la Santé Québec, c'est CIUS, ça a même amené la demande grande qu'on a fait une formation en ligne pour les gestionnaires qui reprend l'approche des premiers soins psychologiques. Puis voyez-vous, ils trouvaient que j'étais très avatarable, fait qu'ils m'ont mis en avatar. Donc, si jamais vous voulez, là, on a un condensé ici. Mais le message clé, en fait, c'est que derrière les premiers soins psychologiques, ce que ça veut dire, c'est agir vite, on peut le faire, bien, pour redonner un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité-là va faire en sorte qu'on va responsabiliser autant le gestionnaire que l'employeur à pouvoir mitiger les blessures de stress post-traumatique. Puis aussi, former pour transformer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que moi, je le vois, je l'ai vu avec Urgence Santé, je l'ai vu avec d'autres organisations. Quand les gens commencent à être formés à cette approche-là, ils connaissent aussi, donc c'est beaucoup d'éducation psychologique, ils comprennent mieux l'événement potentiellement traumatique, le trauma. Donc, ce qu'avant on disait, tu n'es pas fait pour la job, maintenant on comprend, ah ben non, c'est une réaction normale de stress. Tu es biologiquement programmé pour réagir comme ça, donc on en parle beaucoup plus facilement. Et dans certains milieux, et là je vois des partenaires, ça vient même questionner les fameuses, tu sais, le rapport incident-accident 24-48 heures qu'il faut faire. Bien, un des premiers trucs qu'on dit dans la formation premiers soins psychologiques centrés sur le trauma, cette pratique-là pourrait retraumatiser ton employé. Il faudrait que tu attendes un peu. Donc, ça l'amène même à revoir certaines politiques RH. Donc, je laisse le pot de la fin, le cri du cœur du terrain. Le cri du cœur, bien écoutez, la souffrance des enfants ne disparaîtra pas et par conséquent, la détresse des intervenants qui œuvrent auprès d'eux non plus. Donc, il faut pérenniser ce programme-là. Comment? Bien, je vous parlais tantôt du taux de roulement. Il faut être capable de devenir autonome. On adore Steve et son équipe, mais il faut arriver à devenir autonome, à s'autosuffire, puis élargir le bassin d'aidants, parce qu'il y a les gestionnaires, mais on a aussi des conseillers cliniques. Il y a d'autres gens qui peuvent venir soutenir les employés.